2024 a été riche en actualité et cela fera objet de notre kiosque du jour. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue au résumé de l'actualité. Ah ben oui, nous parlerons de l'actualité économique, bien sûr, et principalement qui a marqué l'année 2024. Nous allons revenir notamment sur la deuxième mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que la RDC a-t-elle fait de progrès ou reste dans ses petits souliers? Nous allons aussi évoluer en parlant de ce gouvernement souminois avec de grandes réalisations. Nous allons pour un autre sujet évoquer les grandes réformes dans le secteur de l'économie. On parlera finance également. Et je ne suis pas seul pour aborder ces questions. Nous sommes, comme d'habitude, avec des invités et qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Je m'en vais vous présenter Gardi Diana. Bienvenue et meilleurs vœux, bonne année. Merci Guichungu, bonne année, meilleurs vœux à vous, à la grande équipe Zoom, au permanent de ce merveilleux plateau des kiosques éco et surtout à son initiateur. Très bien, merci. Nous allons également souhaiter la bienvenue à Serge Nseka, bienvenue et bonne année. Bonne année Guy, bonne année à tous les téléspectateurs, heureux d'être dans ce débat. Amédée qui est toujours là et toujours présent, bienvenue et bonne année. Merci et bonne année, meilleurs vœux à tout le monde, à tous les confrères. Et on fait des bonnes choses pour 2025. Et enfin, on retrouve Dieudonné après une longue période d'absence. C'était quand même nécessaire que vous soyez la bienvenue et bonne année. Bonne année aussi à vous, Guichungu. Bonne année à tous les téléspectateurs de Zoom Eco TV. Mes meilleurs vœux aussi à eux, et surtout à l'initiateur de la chaîne économique, des références. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Merci pour l'invitation et bon vent pour votre émission. Très bien, on va démarrer justement avec cette première question, Gardi Diana. Le chef de l'État arrive avec sa deuxième mandature. Nous sommes déjà en 2024. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se lance dans une série de promesses, un cocktail, je vais le dire ainsi. Est-ce que les choses, s'il faut évaluer, ont suivi un peu le rythme du départ, c'est-à-dire les promesses accomplies en même temps? Je crois que les justificatifs de cette tournée peuvent être trouvés dans le contexte politique, mais de temps en temps aussi dans le contexte, je dirais, social, parce qu'on est vers la fin de l'année. Il a été longtemps critiqué parce qu'il avait le regard tourné vers l'extérieur. Cette fois, il s'est décidé de faire la ronde au niveau interne. Moi, je reste convaincu que la raison de cette tournée, surtout, la trajectoire qui s'est donnée en ces fins d'année, c'est juste pour aller apaiser, aller libre, aller faire un travail de fond. Il y a eu élection où il a été réélu. Maintenant, après, il y a eu une série de promesses qui n'ont pas été réalisées. Je crois que par principe de redevabilité, il faut revenir vers les gens, continuer à rassurer et leur donner cette fois-ci des garanties que ce qui a été promis autrefois sera réalisé. Je ne sais pas dire ici si évaluer de manière générale pour l'instant le niveau de ces promesses, on y arrivera avant la fin de cette émission. Mais dans le fond, je crois que dans cette approche-là, moi je trouve assez potable de pouvoir aller cette fois-là vers les gens. Au lieu de laisser les gens murmurer et derrière le dos, il faut aller voir les gens, aller en contact, dans les face-to-face, leur expliquer pourquoi il y a eu des difficultés. Vous renvoyez la balle au président de la République qui doit justement faire une sorte de redevabilité. C'est ce qu'il est en train de faire. Je le renvoie parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Il va vers les différentes populations, particulièrement... Vous parlez de la révision de la Constitution essentiellement. Et je pense pour moi que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est son projet principal et pour ça, il faut commencer par... On ne commence pas par les secondaires, il faut commencer par le principal. Vous voulez qu'on vous accompagne dans cette dynamique-là de la Constitution, mais après, il faut se justifier, il faut vous expliquer pourquoi. Serge Nseka, parlons de la marche de la République 2024. Les grandes étapes, les grandes périodes, en restant dans le plan d'action du président Félix. Ce qu'on a commencé avec lui, sa mandature. Je pense que 2024, nous sommes sur une dynamique ascendante, nonobstant de difficultés sur le plan sécuritaire, social et tout le reste, mais il y a une dynamique qui s'est dégagée, et notamment au niveau du gouvernement, pour amener un peu plus loin l'économie du pays, les finances, dans le sens des stabilisations, même sur le marché d'échange. Nous avons vu le gouvernement signer des accords avec de partenaires du Fonds monétaire international. Nous avons vu une dynamique interne à ce qui concerne la baisse du prix du carburant et dernièrement ici la baisse des quelques denrées de première nécessité qui souffre peut-être à être exécuté sur le terrain. Je dirais qu'il y a une volonté d'amener le Congo un peu plus loin
hier qu'aujourd'hui. Mais cela ne voudrait pas dire que tout est rose hein, sur le plan social. Il y a par exemple la rentrée scolaire qui a souffert, qui a continué à souffrir du fait de dialogue de sourds entre les banques syndicales et le gouvernement de la République. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Le chef de l'État, justement, à la suite des Gardies, est en train de faire un exercice, je dirais, constitutionnel, c'est des itinérances, c'est rendre compte auprès de la population, auprès de qui il est allé chercher le suffrage, mais aussi donner la parole du chef. Kalambambouji va être terminé, mais après combien de financements, par exemple? Donc, on parlera 2024, ce solde avec quelle mention, Amélie? Je ne vais pas donner une mention tout de suite, mais je sais que je ne pourrais pas vraiment applaudir l'action gouvernementale pour cette année 2024. Bon, d'abord, il faut souligner que c'est une année assez particulière. Nous venons des élections de décembre 2023 et donc l'année 2024, on voit que même si le président a prêté serment le 20 janvier, mais le gouvernement n'est entré en fonction que le 12 juin. Donc pendant 6 mois, soit tout un semestre, on n'avait pas de gouvernement qui pouvait agir et répondre aux besoins de la population. Il y avait quand même continuité. Voilà, il y avait quand même une continuité, une gestion des affaires courantes, comme on dit, mais vous savez, gérer de manière courante et gérer en plénipotentiaire, ce n'est pas la même chose. Ce qui fait que je pense que ces vides-là, ces passages plus ou moins vides de tout un semestre d'un gouvernement démissionnaire, je crois que ça a impacté quand même les résultats globaux de l'année. En fait, moi, j'aimerais dire que, en fait, tout dépend de là où on place son curseur, en fait. Il y a un adage qui dit, celui qui ne veut jamais être premier ne pourra jamais être deuxième. Et moi, je dirais, si on ne cherche pas la première place, peut-être la 5e, vous ne l'aurez même pas. Ça veut dire, c'est au niveau d'abord des ambitions. Et moi, j'ai toujours dit que la RDC, tout prédestine ces pays à être un pays leader, à être une puissance émergente. Tout nous les prédestine. Quand on regarde la superficie, quand on regarde la population, la démographie, les ressources et tout. Mais il s'est fait que nous n'avons pas toujours tiré notre épingle du jeu. Et donc, de ce point de vue-là, je ne peux pas me contenter parce qu'on a inauguré l'aérogare à l'aéroport de Bangoka ou parce que il y a eu un hôpital, un centre médical bien équipé à 30 km de Kalemi. Voilà. Toutes ces actions-là, pour moi, c'est pas encore ça la RDC. Nous devons, comme j'aime le dire, nous devons faire de pas de géant et dans tous les secteurs. Ce que je n'ai pas vu durant cette année 2024. On a fait des pas de tortue et malheureusement, ça ne nous avance pas à grand-chose. Parce que on dit, celui qui n'avance pas, il recule. Hein? Celui qui n'avance pas recule. Parce que nous sommes en compétition avec les autres nations. Et l'Afrique, comme on l'a toujours dit, la RDC devait être le catalyseur. La locomotive, mais c'est fait que jusque-là, nous n'avons toujours pas, voilà, la gâchette de l'Afrique, mais jusque-là, nous n'avons pas toujours joué ces rôles-là. Et 2024, en tout cas, nous avons encore manqué les coches. Très bien. Alors, donnez-moi, je voudrais rebondir sur la nomination de Judith Souminois, qui était presque une garantie donnée. Beaucoup ont rêvé avec l'arrivée de cette dame qui garantissait un tout petit peu l'espoir du Congo avec une sorte d'envol. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Permettez-moi de glisser un mot par rapport à ce que mes prédécesseurs ont dit. 2024 n'a pas été rose. Nous avons connu certes une croissance, mais celle-ci n'a pas été inclusive. Elle repose essentiellement sur le secteur des mines. Si la croissance était inclusive, on n'aurait pas pu avoir des grèves de gauche à droite, la grève des médecins, des enseignants, et je me limite là. Revenons maintenant à votre question concernant la première ministre Judith Souminois. Je veux dire, bon, ça a été une première dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo
de voir une dame devenir première ministre. On a connu des dames devenir présidente de l'Assemblée nationale. Rappelez-vous de Janine Mabunda. On a connu des femmes pilotes des compagnies aériennes. On a connu des femmes généraux d'armée. Mais une femme première ministre, c'était une première. Moi, à son avènement, bon, je la considérais comme la Jeanne d'Arc de la République démocratique du Congo. Je la voyais aussi comme Ellen Johnson Sirleaf de Libéria ou encore Angela Merkel d'Allemagne. Qu'elle va apporter sa touche féminine, son cœur de maman, parce que n'oubliez pas, nous avons une guerre à l'Est qui dure plus de 30 ans. Parmi les victimes, nous avons les femmes, et les jeunes filles, bref, la jeunesse. Je me disais, bon, en apportant son cœur de maman, sa touche féminine, peut-être son aura, son discours, va convaincre la communauté. Est-ce que vous l'avez senti, cette touche féminine? Je ne l'ai pas encore senti parce que, comme l'a dit Amédée Mouarabou, ce gouvernement, il est difficile de les juger. C'est pour ça que je parle d'un bilan mais mitigé. On peut parler d'un bilan mi-parcours, parce qu'ils n'ont travaillé que pendant 6 mois. Ils ont eu 6 mois de tergiversation politique, des négociations. Il fallait partager les gâteaux après les élections. Ils n'ont travaillé que pendant 6 mois. Ça peut donner 6 mois. J'espère pour l'année prochaine, la deuxième année des mandats du président de la République, ils vont accélérer les choses parce que, Mouarabou l'a constaté, nous avançons d'un pas, nous reculons des deux. Nous pouvons nous féliciter aujourd'hui, nous avons dépassé les caps des 5 milliards de réserves d'échange à la Banque centrale. Nous avons dépassé la barre des 10 milliards de dollars comme budget. Et on peut donner beaucoup d'exemples. Et ces exemples sont légion, mais si les plans vécus quotidiens, les sociales, la transformation de nos vies, mais c'est discutable. Sinon, on n'aurait pas les embouteillages. Je vais me permettre de rappeler ici sur ce plateau plusieurs de vos interventions, notamment celles orientées vers les efforts consentis par la Première ministre. Vous avez plus d'une fois salué, même félicité et même plus loin encouragé les actions menées par la dame. Mais ici, j'ai comme l'impression que ça ne passe pas encore, une pilule amère. On a du mal à reconnaître qu'il y a un pas. Vous abordez dans le même sens? Je crois ne pas avoir entendu quelqu'un ignorer qu'il y a eu des pas. Certainement, le problème, c'est qu'au regard du besoin, j'ai toujours dit le Congo est un vaste chantier. Peu importe les efforts que vous faites aujourd'hui, c'est souvent comme une goutte d'eau dans l'océan et que c'est des actions à mettre dans la durée. La Première ministre, par exemple, j'ai toujours dit, quand vous parlez, par exemple, de la gouvernance de l'exécutif, il faut tenir compte. En termes de mobilisation, elle nous a prouvé à suffisance que cette équipe-là pouvait faire mieux. En termes d'orthodoxie dans la gestion de finances publiques, on nous a vu ici qu'il était possible de faire un peu de la pédagogie. Elle nous a prouvé à suffisance qu'il était possible de pouvoir être très économe et aussi pouvoir respecter. Le prescrit encore la loi de finances, mais après, c'est dans la réorientation, dans les politiques de développement. C'est là où on attend. Jusqu'à là, elle nous a donné des indices. On a relancé les différents projets structurants. Le PDL 145 territoires qui est lancé. Le projet Kalambambouji, j'estime qu'aujourd'hui, c'était une nécessité au regard d'un État qui s'est orienté vers le projet du corridor de Lobito. C'est indispensable de pouvoir remettre sur pied cette route-là. Mais au-delà de ça, quand vous voyez en interne, c'est-à-dire il y a quelques questions essentielles qui ont été prises en compte, mais maintenant on attend la réalisation. Est-ce qu'elle a été à la hauteur du défi se lancer par le président de la République lors de sa deuxième mandature? Je parlais d'une dynamique, c'est-à-dire que je préfère être positivé que voir les choses de manière pessimiste. Madame Souminois a donné des indicateurs qui nous donnent à penser que nous pouvons aller plus loin si cette dynamique est soutenue, s'il y a un casting meilleur, parce que le problème en fait, c'est un problème de discipline dans la manière de faire et un problème d'homme, un problème de casting. Et comment se fait-il que ici on reconnaît cette dynamique, mobilisation, on explose les assignations par rapport à ce qui était hier,
et de l'autre côté, la pauvreté. Ce sont des réalités, c'est d'un même monde, quoi. C'est-à-dire que la macroéconomie, et entre la macroéconomie et la microéconomie, il n'y a pas encore d'adéquation. Comment transformer l'essai, comme on dirait en rugby? Comment faire en sorte que tout cet amélie-là puisse bénéficier? Apparemment, on est comme si on faisait de la cosmétique, hein, comme si, mais ne pas reconnaître les efforts, parce que si on reste sur cette lancée, on peut parvenir à une économie inclusive, dans ce sens que si en dehors des mines, mais on crée, selon la promesse même du chef de l'État, une économie qui est soutenue par une production locale, au lieu de se contenter tout simplement de ce que les opérateurs économiques nous donnent comme le bol, et qu'on peut avoir une économie réelle qui fera en sorte que les gens puissent vivre avec de l'argent qui circule. La difficulté ici, on a des chiffres, on a des indicateurs, mais à la fin, ça ne profite pas aux Congolais dans ce sens que l'argent va dans des comptes d'options. C'est cette magie-là qui n'est pas encore opérée, et puis on attend du gouvernement. Très bien. Alors, que je souhaite rester là, parce qu'on parle de plus en plus de remaniement. Très bien. On va rentrer dans le secret des dieux. On va y aller. C'est vrai que ça court déjà de couloir. J'aimerais que nous puissions, justement, c'est la question, que nous puissions, Souminois représente une partie pour le tout, la généralité, mais j'aimerais que nous puissions charcuter un peu ce gouvernement en parlant des différents lieutenant de Souminois. Est-ce que tous ceux qui ont été sélectionnés pour ces défis qu'attendait la RDC, et des défis face auxquels est butée la RDC, ont pu être à la hauteur? Jugeons un tout petit peu 2024, la prestation des différents ministres. Est-ce qu'il y a eu, la question vous est adressée justement, de ceux qui se sentent démarqués? Réforme, bon. Valeur Je ne sais pas si vous allez me permettre de citer leurs noms, mais force est de reconnaître que sinon, parler de leur ministère. Dès 2024, il y a quand même certains ministres qui sont sortis du lot. Et moi, j'ai noté tout simplement, par exemple, la relance de la compagnie nationale, Congo Airways, dans le secteur des transports. Ah, là, il y a encore à voir. Moi, il y a beaucoup à dire. J'ai constaté comme Diana, la relance du corridor de Lobito, même si j'aurais préféré qu'on relance les corridors Kolosi-Ilebo et les prolonger là où les Belges l'ont laissé, jusqu'à Kinshasa, parce que les Japonais, avec Mobutu en construisant les ponts Maréchal, ils ont prévu une ligne de chemin de fer en dessous de ces ponts stratégiques. Pourquoi ne pas construire en interne notre propre corridor qui partirait de Sakanya jusqu'à Banana, c'est-à-dire joindre les deux ports, le port de Kalemi et au port en eau profonde de Banana, par exemple. J'aurais souhaité qu'on réalise ça en parallèle avec les corridors de Lobito, qui, à mon humble avis, va profiter à l'Angola si nous-mêmes en interne, nous ne nous inscrivons pas dans cette dynamique-là, pour avoir les effets d'entraînement. Le secteur de transport a apporté plus pour cette année 2024. Le secteur des transports a de quoi féliciter. Plus. Le secteur aussi des finances. Je crois que la relance de Congo Airways en tant que portefeuille de l'État relève un peu d'un autre ministère que le transport d'abord. Voilà. Parce que celui qui a proposé le plan de relance, ce n'est pas le ministre des Transports. Ok. J'ai vu aussi dans le secteur des finances, on nous avait habitués aux dépenses urgentes qui perturbaient un peu les paramètres macroéconomiques et qui nous ramenaient vers l'inflation. Et puis la monnaie nationale perdait un peu du poids de la bête par rapport au dollar américain. J'ai vu qu'avec l'avènement de ce gouvernement souminois, il y a eu la calamie sur les marchés. Les taux d'échange n'est pas parfaitement stable, mais le gouvernement a la situation en main et contrôle l'économie. Et les exemples sont les jeux parce que l'État qui nous a imparti vraiment... Vous regardez avec un œil, mais pas le bon. Amédée, dites-nous, est-ce qu'on peut se féliciter également des avancées dans le secteur de finances, comme il est dit, compléter? Oui, en tout cas, je crois qu'on l'a dit, certains l'ont déjà dit ici. En fait, sur le plan du cadre macroéconomique, en tout cas, moi je trouve que le gouvernement a tenu à ce que tous les indicateurs soient en tout cas plus ou moins au vert.
Puisque, n'oubliez pas, en ce qui concerne, par exemple, le franc congolais, c'est depuis mai que nous sommes à 2800. Donc, on a réussi quand même à stabiliser les francs congolais pendant 6 mois, 7 mois, disons. Donc, c'est une bonne chose. Même les taux d'inflation, quand on compare à 2023, on voit que cette année, on est autour de 11%, alors que l'année passée, à la même période, on était à 21%. Donc, mais 11%, c'est toujours, ça pèse. Ça veut dire que moi et vous, nous avons tous perdu au moins 11% de notre pouvoir d'achat. C'est ce que ça veut dire. Et ça, pour le petit peuple, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, les indicateurs du cadre macroéconomique, en tout cas, sont très bons parce que les réserves d'échange, ils ont continué à croître. On est à plus de 6 milliards. Et voilà. Mais au-delà de ça, bon, je voulais aussi juste une parenthèse pour dire qu'on ne peut pas avoir une stabilité d'une monnaie parfaite. Non. La monnaie, ça fluctue, même en termes de centimes. Voilà, c'est ça. L'économie, c'est d'abord la dynamique. Donc, mais dès lors qu'on essaie un peu de contrôler les fluctuations dans des proportions tenables, c'est bon. Donc, sur ce plan-là, en tout cas sur le plan des indicateurs, ça va. Regardez, il y a eu un moment, un ministère qui a fait parler de lui, je pense, la première mandature du président de la République. Il y a eu un regard assez négatif sur ce ministère, je parle du ministère des Finances. Il y a un nouveau ministre à la tête, nous allons parler finances, et c'est déjà l'annonce de notre thématique. Est-ce que pour cette fois-ci, l'on peut se réjouir des avancées dans ce ministère, où le passé nous rattrape un tout petit peu? Je peux même dire que si vous voulez établir un bilan du gouvernement souminois, je crois que ça se résume au ministère de Finances. Je sais pourquoi je le dis, c'est vrai que... Le chapeau de souminois c'est généralement une trilogie, finance, budget, avec leur superstructure, le ministère de l'économie. Mais je crois que ce ministère a été quand même pour souminois un bouffée d'oxygène. Parce que j'ai l'impression que Doudou Famba a fait plus le comptable. Il est généralement dans le respect de règles et de la norme en termes de finances publiques. Mais après, c'est comme j'ai dit depuis le départ, la notion de la croissance évoque la dimension quantitative. Après, c'est à nous de voir la quantité qu'on a en main, comment on l'oriente, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des résultats impact visibles. C'est ça, c'est jusqu'à ces niveaux. Parlons d'abord d'hier et d'aujourd'hui, s'il faudrait un parallélisme. Hier, je crois l'avoir dit de manière très simple. D'hier et aujourd'hui, vous verrez, vous rendre compte que pendant, je crois que c'est quelques mois du gouvernement, il n'y a pas de scandale en termes de dépenses. Il n'y a pas de problème en termes de décaissement de fonds. Je ne pense pas qu'il y a du désordre à ces niveaux-là. Mais, il faut rappeler, on a quand même perdu une dynamique, c'est la régularité de la paye à temps de fonctionnaires de l'État. Ça, c'est quand même le bémol qu'il y a. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas anticiper à leur place. Il faudra que le ministère des Finances communique très vite parce qu'il commence à y avoir de sérieux problèmes. Il y a certains qui, même jusqu'au parle, n'ont pas encore perçu leur salaire. Et on doit savoir pourquoi. Mais dans le fond, moi, je crois que je peux aussi l'expliquer dans la manière où c'est vrai qu'on n'est pas dans les dépenses d'urgence et les dépenses exceptionnelles. On a mis un peu d'école, mais j'ai l'impression que le Congo n'essaie pas des parties de la maladie d'autrefois, c'est produire pour consommer. C'est-à-dire l'orientation du capital productif, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore mis en place. Et je crois que pendant cette période, on a engagé beaucoup trop de dépenses. C'est vrai, dans les dynamiques des questions de guerre, surtout, mais au-delà de ça, en interne, vous verrez que on a embrassé presque plusieurs projets et chantiers à la fois. Ce qui déjà dérange un tout petit peu à la marge de trésorerie. Et je pense qu'à un certain moment donné, les affectations qui trop embrasse mal étreint. Je crois qu'à un certain moment, il faudra qu'on ralentisse un tout petit peu. Le souci, je comprends. Et je reviens sur une question que vous avez posée ici, que moi je trouve que si on va sur cette question, on ne saura pas juger cet exécutif. Il ne faut pas superposer le bilan des Souminois au bilan du chef de l'État. Le chef de l'État jouit d'une largesse de temps. Elle, c'est vrai, il y a beaucoup de défis. Dieu seul sait encore si c'est elle qui finira par exécuter tout le projet. Mais jusqu'à preuve... Il y a déjà un prophète sur ce plateau. Mais justement, dans le peu de temps qu'elle a fait ici, elle a prouvé que la base, en fait, l'essentiel, ça veut dire savoir d'abord commencer par mieux gérer ce qu'on a. Elle nous a prouvé à suffisance que c'était faisable maintenant. On l'attend dans les projections vers le projet intégrateur. Et jusque-là, elle nous a donné des signaux. Mais je crois que le ministère des Finances a fait preuve de beaucoup d'intelligence. Faudra pas qu'on se voie la face. Alors, mais après, je veux avoir un ministre de Finances capable de dire non à certaines orientations et dynamiques
de l'exécutif. Il ne faudra pas que chaque ministère cherche un élément de bilan ces fins d'année ou qu'on engage beaucoup trop de dépenses, beaucoup trop de projets. Il faut savoir établir un calendrier, une chronologie. C'est pas au ministre des Finances de faire cette police-là, c'est la première ministre. Je reviens. Et ça se traite au niveau du Conseil. Justement, c'est pourquoi faut pas lui donner le pouvoir qu'il n'a pas. Non, je ne lui ai pas donné le pouvoir. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit. Je parle à l'exécutif. Exactement. Je suis revenu à l'exécutif et ça, c'est pas Doudou Fwamba, malheureusement. C'est là où je reviens. Lui, j'ai dit que dans son rôle, il a fait son job, mais je relève le bémol qu'il y a et que la chef du gouvernement doit très vite éviter de tomber dans le coup des effets miroirs où chacun cherche un bilan, engage un projet, parce qu'on a des marges de trésorerie. Très bien. Gardi nous parle des signaux. Notamment l'actuel ministre de Finances. Moi, c'est le résumé de l'action. Je parlerai du ministère des Finances pour ne pas personnaliser les débats. J'aimerais qu'on retrouve également, qu'on décèle ces signaux lorsqu'on parle du social. Vous en avez vu, vous en citez quelques-uns. Le plus grand, je pense qu'en matière dans le secteur de l'économie, la baisse du prix de carburant à la pompe, je pense que c'est quelque chose de très visible. Ça a eu un impact social. Les gens ont douté, mais ça continue. Et parce que non seulement on a pu obtenir cette baisse-là, mais aussi la dette de l'État par rapport aux pétroliers. L'année passée, c'était à plus de 100 millions. Aujourd'hui, et cette année, c'est à moins de 100 millions de dollars qu'on doit rétrocéder. Quel a été l'impact social de cette mesure? Non, j'en arrive. Je suis en train d'expliquer la mécanique. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui est fait. Mais maintenant, transformer ce résultat-là en termes de bien-être social, le transport sur le terrain n'a pas baissé, combiné à la problématique des embouteillages. C'est-à-dire, vous voyez, le gouvernement, c'est toute une équipe. Et c'est là où je voulais en venir. Il n'y a pas un ministre qui doit faire mener une action et ça se répercute directement s'il n'y a pas de ministères qui peuvent collatéraux qui peuvent jouer la même partition. Aujourd'hui, notre problème, le problème du gouvernement, c'est un problème de casting. Nous sommes sous la dictature de partis politiques qui proposent des gens par rapport au nom et non par rapport aux compétences. On peut prendre un agronome, on le bombarde à la poste au poste des techniciens et on essaie de justifier. Voilà, il est compétent. Mais on prend un lion, on l'enlève de la savane, on le met dans l'eau, il est incompétent dans l'eau, il ne fonctionnera pas, il ne sera pas roi. C'est ce qui se passe. Pour que les choses aillent, pour que nous puissions avoir le problème d'affectation de compétences. Chaque initiative doit être soutenue par les autres membres. C'est comme dans une équipe, c'est comme à Barça. C'est-à-dire que si Vinicius n'est pas là, Mbappé n'est pas là. C'est pas le Barça, ça c'est le Real. Real, pardon, autant pour moi. Ça ne marchera pas. Et c'est cette logique. C'est-à-dire qu'il manque une sorte de coordination. On a parlé tout à l'heure de dépenses qui vont souvent dans le projet qui semble développer, perturber la finance. Non, mais écoutez, il y a une coordination avec le ministère de Plan, qui a le PNSD, le Programme National Stratégique de Développement. Comment on peut ne pas quantifier et calculer ce qui peut être aller vers le projet et ce qui peut rester dans le fonctionnement? Aujourd'hui, Doudou est là, il fait des prouesses, mais s'il pêche en ce qui concerne la paie des fonctionnaires, dont certains ne sont même pas payés jusque-là, ça risque aux yeux de la population de poser problème, de dire qu'il est nul, quel que soit ce que nous, on peut voir, mais la population n'a pas besoin de ça. La population attend que ça tombe à la date convenue et que les choses puissent aller. Donc, la machine doit tourner, pas des individualités, mais la machine doit tourner. Très bien. Alors, donnez-moi, j'aimerais que l'on parle clairement, parce que cette émission, je suppose que les politiques vont la suivre, même le président de la République est en train de nous suivre en ce moment. J'aimerais qu'on parle de grandes faiblesses de l'année 2024 sur le plan économique ou économico-financier. Qu'est-ce que l'on peut dire? Bon. Des grandes faiblesses. Je vais citer par les grandes. Nous ne devons pas seulement militer pour les paiements des salaires des agents fonctionnaires de l'État. N'oublions pas aussi que, voilà, n'oublions pas que l'État aussi des fournisseurs à qui il doit de l'argent. Nous avons une dette publique qui est colossale. L'État doit aussi payer ses fournisseurs pour faire tourner l'économie. Ces fournisseurs-là voilà, font partie aussi du système économique national. Ce sont aussi des agents économiques nationaux. Mais par rapport aux faiblesses,
Bon, il y en a beaucoup. Il y a un vieux projet, par exemple, au ministère des Finances, qui consisterait à faire la fusion de nos 3 régies financières. Ça facilitera, ça renforcera aussi la lutte contre la fraude douanière, l'évasion fiscale et donner des subventions fantaisistes à certains opérateurs économiques, mettre fin au coulage des recettes. Moi, j'aimerais bien un jour qu'on en arrive. On nous a parlé que le jour où on aura les centres financiers, on va fusionner les 3 régies financières, la DGI, la DGRAD et la DGDA. Où est-ce que nous en sommes avec ces projets? Les centres financiers n'est pas encore terminé. Moi, je pense qu'on parlait plutôt de la centralisation. Il y a une mafia qui est derrière et ces projets-là et qui met un peu les bâtons dans les roues. Il fallait unifier les 3 régies. Les 3 régies financières pour qu'on puisse avoir centraliser, le mettre ensemble. À mettre ensemble. C'est-à-dire créer une régie financière unique avec un seul directeur. Non, c'est pas ça le projet. En fait, avec les centres financiers, c'est que toutes ces régies financières, ils auront un cadre unique où ils travaillent, mais chacun reste dans son couloir. Donc c'est ça. Mais c'était un projet qui jusque-là... C'est un projet qui se met encore dans les tiroirs. Voilà, justement, parce que la structure qui doit accueillir n'est pas encore terminée. Il s'agit du centre financier. En fait, j'aimerais rebondir. Qui déjà est ouvert à certaines activités. Non, il y a les centres de mobilisation, faut pas oublier. Il y a le centre des congrès. Le centre de congrès qui apporte ça, c'est déjà fini, c'est l'ouvrage qui est déjà fini, qui a été inauguré en décembre 2023. Ça, c'est fini. Mais il y a le centre financier n'est pas encore fini. Très bien. Tout n'est pas encore... Ça, c'est une faiblesse. L'autre faiblesse que je vais citer, c'est le fait de manquer un fichier général de la population. On devait un jour arriver à organiser les recensements généraux de la population. La dernière opération date des années 80. Ça fait combien d'années? Nous vivons dans un pays où nous ne connaissons pas les nombres de notre population. Il y a eu quand même une démarche avec une nouvelle carte d'identité. On parle de chiffres ici. Votre émission, vous aimez qu'on parle de chiffres, des données quantitatives. Sur base de quoi nous allons construire des écoles, des routes, des hôpitaux. Nous ne connaissons pas les besoins sur les terrains. Et même assurer la desserte en énergie. Voilà, améliorer la desserte en énergie électrique. Fournir l'eau à la population. Et je m'arrête là. Sur base de quoi? Nous n'avons pas cette donnée-là. Si aujourd'hui on parle d'évasion fiscale, on parle du fait que beaucoup de Congolais n'ont pas de culture fiscale. Beaucoup de Congolais ne payent pas les impôts et taxes. Même ceux qui ont choisi notre pays comme leur seconde patrie ne payent pas des taxes. Parce qu'on n'a pas de fichier général de la population. Je vous dis, le jour où on aura ces fichiers-là, vous et moi, il sera difficile de nous soustraire du fisc. Tout le monde paiera son impôt, même les fameux impôts personnels sur les revenus. Nous les payons. La contribution exceptionnelle sur les revenus du personnel expatrié. Aucun expatrié va se mettre en dehors de la loi, tout le monde paiera sur son impôt. Ça, c'est la deuxième faiblesse. La troisième faiblesse, vous avez les embouteillages. Nous semblons négliger ces problèmes-là. Les embouteillages constituent un frein, constituent un ralentissement au rythme de l'économie. Vous prenez 4 heures, un investisseur qui vient ici à Kinshasa, conclure des accords commerciaux, il atterrit à l'aéroport d'Ndjili, il prend 3 heures à 6 heures pour quitter l'aéroport international d'Ndjili et joindre Gombe. C'est le plan productivité. Nous prenons combien de temps pour quitter nos maisons et arriver au lieu du travail? Et chemin inverse. Mais c'est un problème sérieux. C'est là où je dis, ce gouvernement a réalisé certes des prouesses, mais il y a quand même des faiblesses que nous devons relever. Très bien. Nous pensons que le gouvernement est en train de nous écouter, ils vont rectifier les tirs. Vous avez aussi l'agriculture. Quelle est la part du budget national allouée à l'agriculture? Cette fois-ci, on doit dire que le président de la République a fait une passe en or en relevant le budget à a toujours été le soubassement de toute économie. Toute économie est bâtie sur l'agriculture.
ne peut pas bâtir une Pour acheter économie. des tracteurs pour les gouverneurs. Alors, Nous avons 80 millions de terres arables. Les mines vont s'épuiser demain. On doit se Notre départager économie ces faiblesses. doit reposer sur l'agriculture. D'accord, vous lâchez la main à m'aider quelques faiblesses. Parce que j'ai senti quand vous avez pris la parole au début Voilà. des jeux, vous avez dit qu'il y a eu de petits pas. C'est quand même fort de le dire pour un débat où certains reconnaissent qu'il y a des progrès. Des En pas plus, des tortues. vous renchérissez. Alors, Bon, quelles sont les faiblesses pour tout dire, mon cher Guichon, d'abord, je vais répondre sur ce que Serge a parlé par rapport aux subventions, notamment ce qui concerne les produits pétroliers. Au fait, comme je ne cesserai de les dire et de les dénoncer sur ce plateau, je pense que c'est là où il y a eu quand même une mauvaise définition des priorités. C'est-à-dire que le gouvernement, dès qu'il est arrivé, il a pensé améliorer la qualité de vie des Congolais en prenant un certain nombre de mesures conjoncturelles au lieu d'attaquer directement les mesures structurelles. Et dans ces lots de mesures conjoncturelles, il y a ces subventions qu'on accorde aux pétroliers. Et figurez-vous, il y a le VPM de l'économie qui a réuni les pétroliers dernièrement pour se féliciter d'avoir rabattu la facture de manque à gagner des pétroliers qui revient maintenant à 16 millions. Et là, on nous révèle quoi, mon cher Guichon? On nous révèle que, on le savait déjà, on nous révèle que chaque année, ces 4 dernières années, l'État congolais, les trésors publics congolais payaient en moyenne 340 millions de dollars aux pétroliers. En 4 ans, ça fait 1,360 milliard de dollars qu'on a payé aux pétroliers. Avec l'illusion, le gouvernement s'est fait l'illusion qu'en payant, en subventionnant le prix du carburant, ça aura un impact sur le social de la population. Moi et vous, nous vivons tous à Kinshasa ici, nous voyons que ça n'a eu aucun impact. Et donc, c'est de l'argent jeté dans la poubelle, ou plutôt dans les poches des opérateurs pétroliers. Pendant que Katende a besoin de 280 millions pour être achevé. Il va moins de 100 millions pour sa relance. Mais on donne des millions et des millions de dollars aux pétroliers producteurs. Moi, je pense qu'on doit arriver un jour à mettre fin à ces subventions. Il ne faut pas avoir des craintes. On craignait l'introduction de la TVA, que ça va augmenter les prix. Aujourd'hui, tout le monde a vu que les prix n'ont jamais augmenté. N'ayons pas peur d'enlever cette subvention. Récupérons cet argent, investissons dans les secteurs productifs pour augmenter la richesse nationale. Donc ça, c'est quand même une grosse faiblesse que chaque gouvernement qui arrive, au lieu d'innover, au lieu de faire de voir le Congo dans le long terme, on essaie de voir le Congo dans les court terme pour espérer avoir des résultats tout de suite. Ça, et ça fait perdre de l'argent à la République. Ce que j'ai dit pour le secteur pétrolier, c'est la même chose qu'on a fait avec les 8 autres produits pour lesquels le gouvernement n'a jamais donné la hauteur de manque à gagner pour les régies financières. Puisque quand on rabat les taxes et redevances de 5 à 10%, ça a un coût sur... C'est-à-dire que l'État renonce à un certain nombre de recettes. Et ces recettes-là, le gouvernement a toujours gardé opaque ces chiffres-là. Il n'a jamais livré. Mais déjà, si juste pour le pétrole, on parvient à perdre plus de 1,3 milliard de dollars. Alors imaginez-vous, pour les 8 produits, combien l'État a perdu. Et pourtant, cet argent-là, je l'ai toujours dit ici, imaginez-vous, mon cher Guichon, investir 1,360 milliard de dollars dans un réseau intégré de transport en RDC. On aurait des trains, on aurait des... Quand c'est mon ami, c'est Serge qui a parlé de Congo Airways, non, c'est Dieudonné. Non, on pouvait même acheter 10 avions. Hein? On aurait même fini le corridor. Le VPM de transport a dit... On aura dû terminer notre corridor interne. Voilà, le VPM de transport a dit l'ONATRA est en train de construire 4 bateaux et chaque bateau coûte 250 000. Donc avec 25 millions, on aurait 100 bateaux qu'on pouvait mettre sur le fleuve ici et décongestionner un peu les transports urbains à Kinshasa. Mais 1,360 milliard, c'est quand même scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Donc ça, c'est une des faiblesses. Et donc l'État devait lever la main, laisser les opérateurs
fixer leur prix, imposer leur prix, et puis faire les choses... gagne à la fin. Voilà. L'État, avec les recettes qu'il a, il investit dans les structurels. Vous êtes d'accord C'est-à-dire, les structurels, c'est quoi? Non, moi j'ai compris. L'État investit dans les infrastructures. Est-ce que je peux terminer? C'est moi qui ai la parole. Je vous ai laissé parler. Voilà. Donc, écoutez, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. J'ai suivi les ministres. Non, mais j'aurais bien voulu qu'on réagisse d'abord par rapport à cette histoire des opérateurs, et puis vous allez revenir pour parler des terres arables. Bien sûr, ça reste de ce côté. La réalité que vous dites, Amédée, elle est vraiment. Au jour d'aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait pour rabattre cela. Est-ce que l'État n'a pas gagné quelque chose? Si aujourd'hui on est à 16 millions, comparativement à ce qui se faisait hier, il y a un travail de technicien, un travail pour élaguer ce qui n'était pas nécessaire dans la structure des prix. Au jour d'aujourd'hui, il y a un travail. Ne dites pas que la baisse de carburant n'apporte rien. Ça apporte à quelque chose. Nous qui utilisons le transport tous les jours, si on ne parvient pas à faire en sorte que... Mais j'achète beaucoup moins cher le carburant. Il influe sur son pouvoir d'achat en matière de carburant. S'il te plaît, papa. Alors, ne dites pas que si on va laisser la gestion prédatrice des opérateurs économiques qui vont venir avec leurs produits, imposer leur prix sur le marché des transports, mais tu ne sortiras pas demain de chez toi. Qui te dit ça? Parce que si chacun dit j'ai acheté à tel prix, à tel endroit, vous allez refuser en vertu de quoi? Vous allez plafonner les prix sur quelle base, de quelles indications? Qui a parlé de plafonner les prix? Je ne pense pas qu'on a la même compréhension. Au jour d'aujourd'hui, il y a une situation conjoncturelle qu'on est. Il risque d'y avoir de confusion. Je ne pense pas qu'on ait la même compréhension des choses. Je vais éclairer dans l'entendre. Amédée dit que l'État congolais a dépensé plus pour gagner moins. Dans la logique où cet argent sans impact sur le social. Il a parlé des affectations mal orientées. Je ne sais pas si tout le monde comprenons. Moi, je dis qu'au jour d'aujourd'hui, l'État paye moins aux opérateurs pétroliers du fait du travail qui a été fait au niveau du ministère de l'économie. Je ne sais pas si on se comprend ou pas. Si c'est vrai que la facture n'est plus à la même hauteur. Alors ne dites pas que l'État n'a rien fait. Ne dites pas que cet argent continue à être sa préoccupation. C'est la somme de tous ces cycles qui donne le montant. Alors, la problématique, pourquoi la baisse ne suit pas sur le terrain, et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est le travail du gouvernement, un travail de coordination. Oui, c'est le même gouvernement. Faire en sorte qu'il y ait une fluidité. Il se fait compléter par Gardi. Non, Gardi d'abord. C'est pas question de faire compléter. C'est pas question de Barça réel. Les faiblesses. Le problème, c'est que moi, de cette année 2024. Les faiblesses, j'en ai plein. Je vais faire très rapidement. Économico-financier. Du quiproquo entre Amédée et Serge Seka. La préoccupation d'Amédée, moi, je la connais très bien parce que ça fait partie de ces éléments essentiels. Quand vous lisez Amédée régulièrement, c'est qu'il faut supprimer cette subvention parce que, dans l'autre côté, les mêmes producteurs en bénéficient aussi. C'est-à-dire que c'est une dépense non contrôlée qui n'apporte pas suffisamment. Mais là où j'ai jamais été d'accord avec lui, c'est que moi, je suis d'accord. Mais avant de les supprimer, il y a de préalables. Parce que je le dis toujours, c'est la seule plus grande dépense sociale que l'État fait en faveur de chaque Congolais. Et je comprends son implication, mais avec quel impact, c'est la question qu'il pose. La première impact, je le dis simple. Si aujourd'hui, notre pouvoir d'achat subit quand même une réduction par rapport à ça, elle peut sembler être faible, mais c'est déjà ça, dans un contexte d'économie asphyxiant. Vous ne pouvez pas, je le rappelle encore, la plus grande de faiblesse, parce que on est dans une sorte d'économie de marché où l'État n'a pas pris le soin de travailler ses propres géants, ses propres opérateurs. C'est un vaste marché sous prédation des expatriés, dans le 3 volets, que ce soit le marché des biens et services, le marché du travail et même dans le marché du capital. C'est un marché exclusivement et intégralement tourné vers les expatriés. Comment vous voulez, dans une économie de marché où l'État intervient, soit peu, soit pas, vous espérez quelque chose. Ce qui fait que malgré les degrés de croissance, quand l'État ne sait pas intervenir dans l'économie, c'est la plus grosse faiblesse. On peut dire ce qu'on veut aujourd'hui. On peut avoir un budget de 900 milliards de dollars américains. Tant que dans cette forme d'économie du marché, on n'a pas des acteurs capables d'interagir dans ce marché pour pouvoir permettre à l'État congolais de réduire les marges des pertes et déficits que les expatriés apportent, on n'aura rien.
C'est ça pour moi la plus grande partie. Vous savez, aujourd'hui, c'est bien de le dire. Et le contexte usuel, Guichungu, je connais ces pays, que ce soit pour le contexte d'unification que Dieudonné avance ici, dans des systèmes, on n'aura rien résolu. Que ce soit dans le contexte Amédée, rien ne nous rassure que si on dégage les 1 milliard, on met de côté les 1,5 milliard qu'on dépasse pour les carburants, on l'amènera dans des projets intégrateurs comme ça. On l'amènera dans des projets qui vont servir. Autant mieux laisser là où ça sert quand même. Ça ne sert à rien, papa. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Mais donnez, quel est l'impact? Quel est l'impact? À part le fait que Michel Guichon, et même le président... Non, vous avez... Non, moi je ne vous ai pas arraché la parole. Non, je n'avais pas encore fini de parler. Je ne vous connais pas comme ça. Je n'étais qu'à une seule Guichon. Mais justement, à débat, je réagis aussi. Je réagis aussi. Écoute, quand le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation. Vous ne pouvez pas parler, évoquer... Mais ça fait 5 minutes que tu parles. J'ai réagi sur ce pour te dire qu'il n'y a aucun impact, mon frère. Je peux parler même... Ces mesures-là ne servent à rien. On dilapide. Quand vous dites que ça ne sert à rien, on dilapide l'argent de l'État inutilement. Non, c'est pas inutilement parce que vous, peut-être, vous ne le sentez pas. Nous autres qui prenons les bus, ça va le ressentir. Ah, aidez-moi. Mais non, ça c'est une contre-vérité. Non, c'est pas une contre-vérité. Depuis, et c'est pas une contre-vérité. Avec les embouteillages, dans les prix du avec les embouteillages, les gens payent 4 fois. Ah bon? Oui, quand vous dites que c'est la mauvaise foi. Vous vivez où? Au Kinshasa. Gardidian, vous vivez où? Oui, moi je Kinshasa, avec les embouteillages. Moi je prends encore la moto et le taxi. Les prix est multiplié par 2, par 3. Non. Là où je suis pas d'accord avec quand vous dites que ça ne sert à rien, c'est faux. Ça sert à quelque chose, papa. Vous dites que à ce moment, les prix... J'ai même pondéré au départ en disant que c'est vrai. Il n'y a pas pondéré, c'est faux. Il n'y a pas pondéré, il y a la vérité. Aujourd'hui, c'est faux. La subvention de l'État, la subvention de l'État est une sorte de bouffée d'oxygène. Ça n'a aucun impact. On dilapide l'argent de la République. Si on décide d'appliquer le prix réel du carburant, tu paies les transports aujourd'hui dans une économie comme la nôtre, avec la spéculation qu'il y a, on paiera un trajet pas la spéculation jusqu'à la gare centrale à 10 000 francs. C'est laissé. Vous ne pouvez pas dire que ça n'apporte rien. Parce que ça n'apporte rien. Ça apporte moins. Si c'est faible, je serais d'accord avec vous. D'accord, ok. C'est rien. C'est faux. Il n'y a rien. En tout cas, en ce qui concerne les transports, tout le monde qui vit à Kinshasa sait qu'aujourd'hui, il paye la course 3 fois, 4 fois plus. Vous vivez où pour dire que ça n'est pas. Ça serait pire si on applique le prix réel. Ça serait combien? Ça serait les litres. Est-ce qu'on se mettrait d'accord que ça serait pire si on applique le prix? Non, ça ne serait pas pire. Ça ne serait pas pire. Soyez réaliste. Ma question, Gardidiana, vous allez garder la parole. Pour être juste, vous allez garder la parole. Mais c'est lui qui a parlé plus, il doit encore garder la parole. On va finir avec lui. Quels sont les faits? C'est pas possible. Puisque jusque-là, vous êtes rentré dans ce qui a été dit par Amédée, considéré comme une faiblesse, l'argent dilapidé selon lui. Parlez-en de vos faiblesses selon vous, de ces faiblesses selon vous. Je crois que j'avais déjà commencé, je crois que ça, ce serait la mauvaise foi de dire que ça n'apporte rien. Maintenant, dans les faiblesses, c'est comme je l'ai évoqué ici, pour moi, dans le contexte structurel de notre économie, je pense pour moi que l'une des meilleurs investissements, surtout pour les orientations d'ordre économique, il faut faire en sorte de pouvoir aller vers ce qu'on dit toujours ici. Tant qu'on ne sait pas produire, tant qu'on ne sait pas avoir des entités de production, tant qu'on ne sait pas former des producteurs locaux, il nous est difficile de pouvoir interagir et pouvoir bénéficier de notre secteur. Ce qui fait que l'État congolais peut avoir des marges autant, mais je pense que l'une des meilleures dépenses d'investissement, c'est à ces niveaux-là, dans la productivité en interne. C'est la plus grande. Et là, vous mettez sur la table l'agriculture, la relance. J'ai toujours dit, le Congo n'a que 2 valeurs différentielles. C'est l'agriculture, c'est l'énergie. Le jour où on touche à ces 2 secteurs, on est dans le plein potentiel. Le Congo va atteindre des proportions énormes. Parce que même pour le mine... On fera même un grand pas vers la diversification. Même pour les mines qui est notre capital productif aujourd'hui, ce mine-là, on perd suffisamment quand il s'agit de la production énergétique qu'on laisse entre les mains des producteurs. Et au-delà de ça, quand vous parlez de la faiblesse, je veux rentrer maintenant dans les questions de l'exécutif pour établir un peu un élément de faiblesse dans le gouvernement souminois. Parce que depuis qu'on est là, on ne parle que de la quantification, mais dans les vrais projets de développement, jusque-là, en tout cas, il faut qu'on se dise la vérité. J'ai vu ce que le ministre de l'Agriculture, je ne cesserai jamais de le dire, a fait. C'est une recette, une vieille recette qui ne sert à rien, qui ne servira jamais à rien. Aller acheter des engins, ou encore prendre de dons de lui d'ailleurs, pour aller donner aux gouverneurs qui ne font pas le champ,
qui n'ont parfois aucune idée de ce que c'est, alors qu'il existe. Une mauvaise orientation. Encore une fois, de coopératives ici. Ça rejoint un peu ce que dénonce Amédée des opérateurs locaux. Oui, mais le problème d'orientation, je l'ai toujours dit, mais l'orientation, c'est pas dans la plus grande dépense sociale que l'État fait. Si déjà aujourd'hui on paye des transports à des prix voulus par la tête des gens parce qu'il y a des carburants en embouteillage, parce qu'on n'a pas assez de routes, parce qu'ils trouvent des alibis, laissez le prix réel. Alors, Jardy Diana a parlé de deux valeurs référentielles, je vous ai appelé valeurs référentielles, oui. L'agriculture et l'énergie. Moi, j'aimerais qu'on prenne d'abord l'énergie. Est-ce que dans ces secteurs, vous avez senti quand même un pas qui est fait par le gouvernement de la RDC, améliorer un peu hier par rapport à aujourd'hui? 2024, y a-t-il de grandes réformes, des actions impact visibles dans ces secteurs de l'énergie? Je ne vois pas quelle réforme on va encore mettre dans les secteurs énergétiques pour booster les secteurs. Moi, je pense que les secteurs ont besoin de financement de l'État. Et c'est ce qui n'arrive toujours pas. Je sais qu'il y a eu début des études de faisabilité pour la centrale de la Tchopodé, donc à Kisangani. Donc on va construire une autre centrale et là on est au niveau des études de faisabilité. C'est l'unique centrale que je sais qu'on a amorcé la construction. À part ça, je ne vois pas. Au fait, à ce qui concerne l'énergie, nous vivons tous dans les grandes villes. Nous savons que les taux d'électrification n'a pas trop bougé. Il n'y a pas eu de grands malgré les efforts chantiers fournis par la SNEL, parce qu'on doit dire qu'il y a un dynamisme qui s'observe à la tête de cette entreprise. La SNEL, il gère ce qu'il a entre ses mains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SNEL parvient à fournir plus ou moins 2500 mégawatts aux populations et il gère ça. Mais il sait qu'il a une grande capacité plus que ça. En fait, la RDC peut produire jusqu'à 100 000 mégawatts. Mais peut produire jusqu'à 100 000. Le potentiel, c'est jusqu'à 100 000 mégawatts. Mais jusque-là, la capacité installée que la SNEL donne, c'est autour de 2500 watts. Donc, vous comprenez, mégawatts, je vais dire. Donc, c'est 2,5%. Donc, ça montre que le pays devrait investir dans les secteurs pour permettre à ce que on puisse avoir suffisamment de barrages et booster notre économie. Ce n'est pas question d'expertise qui pose problème. Le ministre, je sais là où vous voulez m'amener, le ministre de l'énergie, le ministre de la ressource hydraulique a dit quelque chose de très ingénieux que j'ai applaudi et que j'encourage. Il dit, si nous produisons 1 mégawatt, ça génère 20 millions de dollars de PIB. Et donc, si nous générons 2000 mégawatts, c'est 20 millions de dollars de PIB. Donc, on dit de l'énergie que c'est la ressource souveraine. Parce que c'est la ressource à partir de laquelle on peut produire toutes les autres ressources. Mais curieusement, le gouvernement n'a pas, en tout cas, pas seulement ce gouvernement, mais tous les gouvernements qui se sont succédés ces 30 dernières années, voire même ces 40 dernières années, ils n'ont pas suffisamment investi dans les secteurs énergétiques. C'est ce qui fait que même notre économie, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un PIB de 63 milliards, 64 milliards de dollars, alors que ça pouvait être plus si on consommait ne serait-ce que 10 000 mégawatts dans le pays. Donc ça, c'est une faiblesse importante. C'est une faiblesse importante que le gouvernement devait tout faire pour juguler et booster l'économie. Parce qu'en fait, il y a un lien entre la croissance économique et les investissements dans les secteurs énergétiques. Et donc, aujourd'hui, si nous en sommes là où nous sommes, c'est-à-dire une petite économie, puisqu'en fait, moi j'ai toujours dit que ce n'est pas que la RDC doit chercher à avoir une position qui n'a jamais eu, parce que la RDC était dans les top 3 des PIB en 1960. C'est à nous de regagner le niveau qu'on avait il y a ces années-là. L'énergie était forte. Non, la démographie, le besoin n'était pas assez énorme. Très bien, alors j'aimerais qu'on rebondisse sur ce même secteur. Il y a quand même, Amédée l'a dit, il y a une volonté de changer un peu les choses. Est-ce que ça se sent de votre côté? Non, ça ne se sent pas parce qu'une dynamique a été impulsée au niveau de ce secteur, pour parler de la SNEL. Manque d'investissement ou manque d'hommes? C'est ça la question. En fait. Au jour d'aujourd'hui, le plus grand problème de la SNEL, c'est le problème d'hommes. Parce que la plupart des techniciens formés qui occupaient des postes de
responsabilités ont été mises en congé. Et que la SNEL ne doit pas fonctionner comme un club d'amis. Et d'autres sont même partis chez les concurrents. Oui, chez les concurrents. Ils travaillent chez les mining, chez les concurrents. Ça, c'est un manque à gagner extraordinaire. L'autre difficulté pour la SNEL et l'État, propriétaire, premier, le seul actionnaire, n'est pas redevable. Des millions que l'État doit, et à la SNEL et à la Régie des eaux. L'argent qu'on va chercher à la Banque mondiale, l'État est capable de payer et puis de faire marcher les choses. Imaginez que Inga 2, c'est 72, et jusqu'à présent, combien de fois on a entretenu? Combien de fois Inga 1, 72, Inga 2, 81, si je ne me trompe pas, et combien d'argent on a mis pour maintenir. Et puis les nominations sont par rapport aux accointances politiques et autres. C'est-à-dire on met quelqu'un là-bas que moi je peux contrôler, alors que ce sont des machines qui sont très vieilles, des machines qui demandent. Est-ce que c'est ça qui dérange la relance? Mais ça dérange parce que si on n'a pas élémentaire par rapport au problème. Si on n'a pas les maximums de capacité installée. Et vous savez qu'on a, Amédée a parlé des 100 millions de potentiel, mais à Ingasol... 100 000 mégawatts. 100 000. De potentiel. Ingasol, on comprend 40 000. C'est-à-dire qu'on peut arriver jusqu'à 40 000 mégawatts au seul site d'Inga. Pourquoi on n'a pas pris Inga 2, Inga 3, Inga 4? Parce que Inga 8, juste à Inga 8, les Espagnols sont venus, des Australiens, des Chinois, mais on ne décide de rien. Parce que les intérêts... Mais pourquoi vous parlez de on? On, c'est qui? On ne décide de rien. C'est qui doit décider? C'est l'État congolais qui doit débourser de l'argent. Inga 3, c'était juste 11 milliards de dollars. 11 milliards, mais est-ce que l'État congolais, à l'heure actuelle, peut sortir cet argent? Et même pas ça. Il y a plus. En fait, ce qu'il faut comprendre. Le problème, c'est pas la tête de la SNEL, c'est le gouvernement. Amédée, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tu as bouffé, mais tu m'as arrêté. Non, mais j'ai les téléspectateurs, ils doivent se faire une idée. On n'est pas ici dans les tralala, on n'est pas ici dans un tribunal. Quand je parle de on, ce sont les décideurs, c'est l'État lui-même. Et ceux qui nous suivent ne sont pas aussi bêtes que ça pour ne pas le comprendre. Donc, je suis en train de dire, l'État est lui-même responsable de ce qui arrive dans ce secteur. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas avoir des développements dans ces pays sans électricité. On est d'accord. Nous sommes la jonction entre la partie nord et la partie sud de l'Afrique. Et nous constituons un trou noir. Nous sommes électrifiés, logiquement, objectivement, à 9%, à moins de 10%. À moins de 10%. Bon, les ministres, c'est pas de 21%, les taux d'électrification. À moins... Dans les zones urbaines. Dans les zones urbaines, dans la moyenne nationale. Dans les zones l'électrification à Kinshasa, c'est autour de 50%. Non, je corrige quelque chose. Tu t'es contredit. Parce que quand tu dis que depuis 50 ans, on n'a rien construit, et on va augmenter la desserte par rapport à quoi? Par rapport à quelle réalité? La précision est de Kinshasa. Non, je ne pas de Kinshasa. N'est pas le Congo. Les taux d'électrification à Kinshasa sont autour de 50%. Chiffre après chiffre. Mais dans les zones rurales, c'est autour de 1%. Je parlais de... Et les taux de 9%, on parlait de ça moi j'ai écrit des papiers sur ça, il y a 15 ans, les taux de 9%. Ça a quand même évolué, je pense. À combien? En tout cas, le ministre n'est pas de 21%. Non, ne parlons pas de ministre, parlons de la réalité sur le terrain. Vous qui suivez... On n'a pas on ne sait pas mesurer. Avec des chiffres, on a construit combien de centrales pour que nous puissions avoir le productible élevé? Comment évaluez-vous? Nous ne sommes pas des caisses à résonance des politiques. Nous parlons technique, très bien. Électricité. On l'a compris. On a construit juste Zongo 2 et qui, jusque-là, le produit n'est pas encore distribué parce qu'on a fait la centrale, le distributeur des Mboudi, des Kunsuka, qui n'est pas encore opérationnel, figurez-vous. Il y a le productible qui arrive à CPA, mais faute de travaux, cette électricité n'est pas encore distribuée. C'est un grand scandale. La question que je pose, elle est ouverte. Est-ce que je vais préciser quelque chose, puisque les téléspectateurs qui nous suivent doivent avoir la bonne information. En fait, quand je dis que l'État n'a pas construit des barrages, depuis le barrage, la centrale de Mobaïmongo à 1989, la seule centrale qui a été construite, c'est Zongo 9 par l'État congolais. Zongo 2, c'est Zongo 2, inauguré en 2018 par Joseph Kabila.
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de centrales qui ont été construites. Il y a eu des centrales. Il n'y a pas eu de nouvelles. Non. Je parle des centrales construites, financées par l'État. C'est Zongo 2 qui est la seule construite depuis 1989. Mais les privés, c'est la précision que vous voulez donner. Suivez la précision, s'il vous plaît. Laissez-moi donner la précision. Non. Mais je n'ai pas... Non, mais c'est moi qui ai la parole, cher ami. C'est pourquoi j'ai pris la... C'est moi qui vous la donne. On a construit Zongo 2, qui produit l'électricité qui pourrissait là-bas. Il a fallu construire la ligne Zongo 2 jusqu'à Kinsuka, mais ce courant n'est pas encore distribué, figurez-vous. On parle des dessertes. Comment on peut booster si on n'est pas capable d'acheter des câbles pour distribuer ce courant à Kinshasa? C'est la réalité. Alors, la raison pour question, laquelle je finis en disant qu'il y a un problème de casting. Vous arrivez, vous trouvez des projets en pleine exécution, vous les arrêtez au nom d'un égo qui ne se justifie pas. Voilà, la question on politise la technique et on a ce genre de résultats. Juste à une minute, s'il vous plaît, puisqu'il faut qu'on se comprenne. Il y a eu, ces 10 dernières années, avec la libéralisation du secteur de l'énergie, il y a eu 10 centrales qui ont été construites, dont Zongo 2. Kibali a construit une centrale là-bas. 2 d'ailleurs. 2. Il y a la Sikomine qui a construit la centrale de Boussanga. Il y a eu au nord et au sud Kivu au moins 5 centrales qui ont été construites par les initiatives privées. Et à Kolwezi, il y a eu une initiative d'Eric Monga. Donc, il y a eu quand même, je voulais juste donner cette précision-là, qu'il y a eu des initiatives privées. Donc ça compte. Dans le cadre du partenariat social, ils ont l'obligation de partager ces ressources avec les communautés environnantes. Mais c'est à l'initiative privée, mais qui améliore, qui s'ajoute dans la mais allez-y, ils donnent 20% à la population. Déjà à l'origine, Gardi vient de le dire, ce sont des commerçants qui arrivent de l'argent avec leur argent pour faire des centrales pour leur business, avec l'obligation de donner l'électricité à la population. Allez-y voir exactement s'ils ont construit des réseaux, s'ils ont distribué l'électricité, c'est ça la réalité. Moi j'ai un témoignage. Alors, on va évoluer. Et à quelle échelle? C'est quelle production? Le ministre des ressources hydrauliques, c'est de lui qu'il s'agit, a eu à présenter un plan d'action qui prend en charge notamment tout ce que nous évoquons ici, les difficultés, une stratégie de relance du secteur de l'énergie en RDC. Comment l'avez-vous apprécié? Mais est-ce que c'est une garantie par rapport à ce qui s'est de fond ici tout à l'heure? Bon. Je vais introduire par dire que l'énergie est pour l'économie ce que la sève représente pour une plante ou encore le sang pour les corps humains. L'économie ne peut pas tourner sans énergie. C'est là vous voyez. C'est déjà entendu. Voilà. Évoluer. Maintenant, je reviens sur le projet du ministre. C'est un bon plan. Est-ce que ça ramasse quand même toutes ces réalités? Ça tombe à point nommé, mais il faut faire des montages financiers. L'État lui-même, qui est considéré partout dans le monde comme le premier investisseur, doit mettre aussi la main dans la poche. Nous ne pouvons pas comprendre pour des centrales qui ne coûtent que 50 millions de dollars, 100 millions de dollars, 280 millions de dollars par exemple pour Katende, notre État congolais soit incapable de faire sortir, de signer un chèque de 280 millions de dollars pour Katende. Heureusement qu'on a trouvé une solution. Les fonds miniers pour les générations futures, FOMIN, qui a plus de 500 millions de dollars dans ses comptes, a décidé de venir à la rescousse de ces projets-là en libérant 100 millions de dollars. C'est presque la moitié, 40-45% pour Katende. C'est là que vous avez vu le chef de l'État dire dans les grands Kasaï que cette fois-ci, nous-mêmes, l'État congolais, nous avons pris ces projets à main, nous allons les financer à 100%. J'ai entendu les autres dire qui avaient pris en main. Avec l'avènement de la loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité, l'État n'a pas investi, certes, au rythme voulu par rapport aux attentes des industriels et puis de nous, la population, parce que
vous devez donner de l'électricité à la population. Si aujourd'hui on crie par-ci par-là, phénomène Koulouna, nous avons de l'insécurité, c'est dû aussi aux poches noires. C'est dû aussi à l'absence de l'énergie. Il y a des Congolais qui ont des petites unités de production, mais il manque de l'électricité pour les faire tourner, donc, il faut qui sont dans les PME comme et les petites initiatives. Il faut voilà. que l'État investisse. Si l'État investit dans l'électricité, l'État va résoudre même l'épineux problème de l'électricité. Dans les grandes villes, parce qu'il y a un chômage, il y a un taux de chômage qui est de plus en plus galopant, parce que nous avons une jeunesse désœuvrée qui n'a pas d'emploi. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de former des créateurs d'emplois et non des commandeurs. Plus de 80% du taux de chômage. Un créateur d'emploi qui a un petit capital peut s'acheter un moulet? Ça va fonctionner avec toi, Guichung. Maintenant, je reviens sur le projet du ministre. J'ai dit, c'est un projet ambitieux, mais il faut donner des jambes à ces projets-là. Il ne suffit pas de concevoir un projet, de le défendre, les gouvernements l'adoptent, et puis on les classe dans les tiroirs, on ne les finance pas. Il faut chercher des financements en interne, soit créer des sociétés de joint venture dans lesquelles l'État sera aussi actionnaire. Comme on le voit dans le secteur minier, on crée d'autres sociétés nationales d'électricité. Pourquoi je l'ai dit? La SNEL, même les grands Inga, ce sont des grands corps malades. J'ai l'impression qu'à Inga, on est en train de réparer un monstre. On vous dit non, on a réparé G24. À partir du mois de janvier 2025, la desserte en électricité va s'améliorer. Nous arrivons en janvier, on redémarre G24. Vous arrivez en février, c'est G16 qui tombe en panne. Il faut créer de nouvelles unités de production les spécialistes dans les secteurs énergétiques conseillent au gouvernement, au lieu de construire Inga 3 jusqu'à 8, parce qu'on a Inga 1, on a Inga 2. Ça va nous coûter des milliards et des milliards de dollars. Comme nous avons un potentiel hydrographique qui nous permet de construire des centrales jusqu'à arriver à 100 000 MW, vaut mieux construire des petites centrales hydroélectriques partout sur toute l'étendue du territoire national. Et nous avons des exemples sur le terrain. Gardia cité Kibali Goldmine. En arrivant dans cette région enclavée, éloignée du pays, dans le nord-est, puis c'est à Dirba, c'est non loin à Deissiro, on a trouvé la vieille centrale de la Sokimo, la société minière de Kilomoto. Kibali a réparé ça en achetant de nouvelles turbines pour produire entre 2 à 5 MW. Ça avait servi juste pour l'installation de sa mine de classe mondiale. Au jour d'aujourd'hui, Kibali s'est fait construire des centrales. Vous avez à Mbaraou et puis vous avez à Zambie. Kibali a 40 MW, c'est une mine autonome qui ne fonctionne pas avec l'énergie de la SNEL. Pourquoi les autres miniers ne peuvent pas le faire et dépendent toujours de la SNEL? C'est ça la question que je me pose toujours. Et je termine en disant ceci. Tant que nous n'aurons pas investi dans l'énergie électrique, nous aurons aussi des problèmes de souveraineté, comme l'a dit Amédée Mouarabou. Aujourd'hui, nous étions exportateurs de l'énergie électrique. Vous avez entendu, dans une certaine période, la RDC vendait le courant dans beaucoup de pays en Afrique. Au Congo-Brazzaville, on envoyait l'électricité. Nous avons une centrale de Mobaï Mbongwa, en Bangui, en Centrafrique. On envoyait en Zambie, en Tanzanie, au Rwanda voisin, au Burundi, en Afrique du Sud, pour ne pas dire Afrique australe. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous commençons à importer de l'énergie de la Zambie pour faire tourner nos mines. Du Congo-Brazza avec Imbulwa, je pense. Ouais. Pour dépanner parfois les pannes qui sont à Kinshasa. Très bien. Alors, vous demandez, on a eu l'électricité 24 heures sur 24 pendant les Jeux de la francophonie. Ça, c'est un secret. Vous ne savez pas là où nous avons trouvé l'électricité. Tout le monde avait l'électricité ce jour-là. Nous allons faire le tour de table pour se partager cette question. Je la pose à tout le monde. Mais la question... Je termine, mais reconnaissons. Je vais vous permettre... Reconnaissons. 45 secondes. Je vais vous laisser finir. Laissez-moi prendre la parole. De toutes les façons, je suis le maître des séances. Donc nous allons partager la question qui arrive enfin. Quelles sont les garanties pour 2025 Amédée, Gardi, Serge, et on finit avec vous. Finalement, vous aurez la parole. Les garanties pour 2025. Pour un bon décollage en 2025. On doit cesser... J'aimerais que vous puissiez nous évoquer d'ailleurs vos 4 factures à payer. On doit cesser avec les conjoncturels. Juste une petite anecdote.
Dernièrement, il n'y a pas plus que... il y a 2-3 jours, j'étais avec un frère. Il m'a dit, tel est venu me voir. Il habite la commune de Kinshasa. Et je l'ai accompagné autour de 19h. Il devait prendre un bus pour Kingasani. Il a pris son bus sur Kabambare, croisement Kabambare et Kassavubu. Vous savez, il a payé combien? 8 000 francs jusqu'à Kingasani. 8 000 francs. Comprenez? Aujourd'hui, les transports coûtent énormément cher pour tous les clients, en tout cas particulièrement. Malgré qu'on a baissé le prix des carburants, ça n'a aucun impact. Et ça ne peut pas avoir l'impact sur les autres, ni d'abord sur les transports, parce que l'écosystème dans lequel travaillent ces transporteurs ne peut pas permettre à ceux qui baissent les prix. Mais par contre, ils ont triplé, voire quadruplé les prix. Et ça démontre que la politique du gouvernement, avec ces subventions données aux pétroliers, c'est un échec. Il faut changer de paradigme. J'ai toujours dit que quand on travaille sur le structurel, c'est vrai, les résultats, ce n'est pas dans 3 mois. Mais peut-être dans 6 mois, 1 année, vous aurez des bons résultats. Première garantie, laissez tomber la subvention pour 2025. Et travailler sur le structurel. D'accord. Deuxième garantie. Pourquoi j'ai toujours parlé des 4 factures? Parce que dans les 4 factures, nous avons d'abord la facture sur l'énergie, c'est 66 milliards de dollars. 66 milliards de dollars, c'est pour permettre à la RDC d'avoir un taux d'électrification de 100%. Mais il faut investir 66 milliards de dollars. Mais d'où est-ce qu'il faut tirer cet argent? Mais cet argent, on peut l'avoir de plusieurs manières. Tu sais, aujourd'hui, avec des contrats PPP, partenariat public-privé, avec des contrats de type BOT, on peut impliquer les opérateurs privés sur des projets comme l'énergie. Mais qui est cet opérateur économique qui a son argent, qui a par exemple 500 millions de dollars et qui veut investir quelque part, et que si l'État lui donne les garanties de sécuriser son investissement et que ça pourra apporter, mais il va le faire. Mais donc, quitte à nous de faire respirer un peu, que ce soit en tout cas nos lois, de manière à attirer davantage les investisseurs extérieurs et même congolais, pour qu'ils puissent investir dans le secteur de l'énergie, parce que c'est capital pour booster notre économie. Ça, c'est de 1. De 2, on doit cesser de calquer des projets par rapport au mandat politique, puisque la RDC vivra toujours. Vivra toujours après 2028, nous serons toujours la RDC. Et nous sommes en compétition avec tous les autres pays qui nous entourent, puisque aujourd'hui, ce n'est quand même pas normal. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, où des débats au Parlement de la Tanzanie, où un député, une députée, qui propose à son gouvernement de voir dans quelle mesure financer une route qui partirait de Kalemi jusqu'à Lubumbashi pour permettre aux opérateurs économiques tanzaniens d'écouler leurs produits jusqu'à Lubumbashi. Voyez un peu. C'est-à-dire que tant qu'ils voient que nous n'apportons pas des solutions qui seraient non seulement bénéfiques pour nous, mais pour les autres pays, en tout cas, les autres, ils prennent cette initiative. C'est le cas des corridors de l'Obito. Et j'ai vraiment apprécié le message de Monseigneur de Kananga au président de la République. Il a dit au président, Monsieur le Président, c'est vrai, nous avons besoin de cette route Kananga-Kalamba-Bougie. Nous avons besoin. Mais si seulement vous construisez uniquement la route, nous, cette province, sera un déversoir des produits angolais. Il faut, en plus de la route, construire, permettre à la population de produire sur place, de transformer leurs produits sur place. Et donc, il faut de l'énergie et tout. Donc, ça, c'est très important. C'est très important. La RDC a, comme je l'ai dit et je le répète, nous avons tout pour aller de l'avant. Mais il faudrait que nos dirigeants comprennent cela et ils prennent les bonnes décisions et qui regardent la bonne direction. Merci. Gardien. Merci. Je crois que sur la question du structurel, on se mettrait tous d'accord. Mais il y a juste une vérité des faits qu'on ne veut pas voir. Enfin, vous savez, l'économie, ce n'est pas comme le droit où on reste dans l'idéal. Il faut faire dans le réel, dans le présent. C'est d'où l'existence du conjoncturel. Vous savez, je suis d'accord sur le contexte. On peut tout dire ce qu'on veut, mais je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'État, pour arriver à supprimer la facture des subventions sur les hydrocarbures,
on a la possibilité de dégager d'autres marges, résoudre le problème des circulations et supprimer après. Je ne pense pas que l'ordre de choses voudrait qu'on supprime d'abord pour prendre l'argent et se le partager et attendre après. Je ne pense pas. Parce que ce n'est pas 1 milliard qui manque dans ces pays pour remettre sur pied le système de transport, pour avoir de l'impact. Ce n'est pas ça qui manque. Et donc, je pense que logiquement, on peut avoir de quoi décrier, mais si on est déjà dans un contexte où le carburant coûte moins, mais on vous fait payer un transport à 10 fois ce que vous avez prévu la journée, j'ose pas imaginer ce que ça serait avec un prix réel. Donc, je crois à la limite, quand on peut limiter la casse, c'est responsable d'un gouvernement du point de vue philanthropique. Garantie 2025. Garantie 2025, je crois que pour moi, la meilleure des choses à faire, je ne cesserai jamais de le dire, c'est remettre l'accent et le pied sur le pédale de l'agriculture. Résoudre le problème dans le secteur agricole. Je sais aujourd'hui, j'adhère dans la déclaration de Monseigneur, parce que je l'ai dit autrefois ici, avoir les infrastructures, c'est bien. Mais savoir et créer le marché, les pôles de développement, c'est mieux, parce qu'il y a une valeur économique derrière. Parce qu'on est dans un État, je ne veux pas rentrer dans les secrets, mais s'il faut s'en tenir qu'à la taxation sur la route et le péage, posez la question au foncier et il vous dira combien ils en souffrent. Donc, à mon humble avis, la route ne sera un vrai facteur de développement que si derrière, il y a un vrai modèle économique de production, des productivités, la remise en place des marchés périurbains, faire en sorte que le Congo puisse vraiment être un véritable marché pour le Congolais d'abord et pour les autres par la suite. Et pour chuter, je crois qu'en matière d'énergie, l'État congolais doit faire un effort. Ici, il ne s'agit pas de venir nous sortir des études. Les études, il y en a. Et je voulais répondre directement à Dieudonné qui parlait de données statistiques. C'est vrai qu'en tant qu'État, on n'en a pas. Mais les autres structures étrangères, la Banque mondiale, la BAD par exemple, c'est eux qui font le travail à notre place, même si les données sont post-posées. Quand on vous dit 18 millions aujourd'hui, ça veut dire que les études ont été menées il y a 2-3 ans. Et quand on est dans une société avec une démographie croissante, ça veut dire qu'il faut toujours relativiser les chiffres. Mais néanmoins, il y en a, c'est ce qui nous sert de boussole, mais ça nous empêche de pouvoir le faire parce qu'on a de quoi faire. Le besoin, on le connaît, mais je pense qu'au-delà de l'agriculture, le jour où on arrive à explorer les 100 000 mégawatts, le Congo change des dimensions et le Congo ne sera plus le même État que maintenant. Ça résoudra beaucoup de nos problèmes. Serge, c'est clair. Oui, on n'aura jamais des développements sans électricité. Même à l'agriculture, à un certain moment, il faudrait de l'électricité pour transformer, pour créer des débouchés. Et pour résoudre ce problème, il ne faut pas seulement se compter sur Inga. Un mix énergétique. Nous avons le soleil, nous avons l'éolien, nous avons tout. Si on peut, pour résorber ce problème. Et puis, toutes les zones ne sont pas pareilles, n'ont pas la même configuration. On peut à la fois poursuivre le projet du Grand Inga, mais créer aussi des manières sectorielles des projets qui correspondent aux réalités, soit éoliennes, soit des solaires. Il y a Anser d'ailleurs qui y travaille. Je pense que nous pouvons nous rencontrer dans nos débats et que les politiques peuvent aussi arriver. Alors, pour parvenir à des résultats, hein, je pense qu'il y a 2 points de vue qui se dégagent. Laisser les conjoncturels pour aller vers les structurels. C'est comme si vous avez, on doit vous opérer et vous faites la tension. On ne peut pas intervenir sur votre corps si on ne baisse pas la tension. Les conjoncturels, c'est justement, on est en train, oui, le premier soin, de baisser la tension. On ne peut pas aller, cher ami, vers le structurel si on ne maîtrise pas, on essaie un temps soit peu à maîtriser la situation. Et que pour avoir des résultats, il y a aussi le compétence, il y a le gouvernement central et le gouvernement provincial. Ce qui gère la circulation ici, c'est Bumba. C'est mon ami Aimé Amiso, le ministre provincial du transport. Ce n'est pas le ministre de l'économie, ce n'est pas la première ministre. Et cette convergence de compétences de Kinshasa n'aide même pas, hein, là où nous rentrons dans la décentralisation, la ville à mieux s'exprimer. Et puis, un effort dans un secteur, automatiquement, n'a pas de relais si tout ce qui entre en jeu dans cette configuration ne se parle pas. Est-ce que la ville parle avec le ministre national des Transports, parle avec le ministre de l'économie? La structure de prix des transports au niveau de la ville est fixée par l'hôtel de ville de Kinshasa, pas par le gouvernement souminois. Donc, tous ces éléments-là, si on ne les a pas, et si on ne les met pas en musique, on ne parvient pas à des résultats. Très bien. Malheureusement, c'est Dieudonné, rapidement, puisque nous devons prendre notre caricature du jour.
Nous sommes arrivés à une conclusion au grand mot de grand remède. Je conseille seulement au gouvernement pour 2025 d'investir beaucoup dans le secteur énergétique, dans les infrastructures routières et de revenir aux fondamentaux. L'agriculture a toujours été le soubassement de toute économie. C'est pour cela que vous voyez la population, quand vous les autorités, vous circulez en ville, on vous dit « Chef, papa, mokonzi, tozo liate ». C'est-à-dire, ventre affamé, en point d'oreille, investissez aussi dans l'agriculture. L'Éthiopie, qui n'est pas loin de la RDC, avait aussi son Inga, mais ils se sont fait construire la grande centrale Renaissance de 4500 MW, qui a été même à la base de la crise diplomatique entre l'Égypte et l'Éthiopie. Et pour laquelle cette crise-là, on a sollicité les bons offices de Kinshasa. Je pense que nous pouvons imiter les bons exemples des pays qui nous entourent. Si aujourd'hui d'autres pays commencent à avoir des tramways, des TGV, demain ça sera l'Angola, la Tanzanie en a, pourquoi pas la République démocratique du Congo? Très bien. Investir dans un système de transport multimodal. Je vois les fleuves, les lacs, les chemins de fer et les routes. C'est comme ça que nous allons nous développer. Très bien. Alors, on va se quitter avec cette caricature du jour qui va marquer la fin de cette année 2024, mais aussi annoncer l'année 2025. C'est donc celle qui s'affiche derrière moi. Vous pouvez le voir. Gardez Diana, votre regard rapidement. Je pense que tout est clairement. Je ne vais pas terminer ce nouveau mandat de 5 ans que vous m'avez accordé sans avoir fini les travaux de la route Kalambambouji, mais aussi pour le barrage des Mbombo. Faites-moi confiance. Ça, c'est une promesse de plus. Lapidez-moi. Certains disent même une promesse de trop du président de la République. Votre réaction? De toutes les façons, moi, j'ai dit toujours, la plus grande promesse du chef de l'État, c'est son programme de gouvernance. Ce qui s'ajoute ici, moi, je le mets dans l'ordre du sensationnel. Mais je crois que... Ah, je comprends. C'est Scoop RDC. Ça, c'est Innocent Olenga. Je comprends toute la ligne de la caricature. Ça ressort un peu le côté péjoratif du chef de l'État à constamment promettre avant de pouvoir veiller sur la réalisation de choses. Mais qu'est-ce que vous voulez en tant que chef? Faut toujours calmer les esprits. Dans l'espace Grand Kassai, le chef ne pouvait pas tenir un autre discours que celui-là. Donc, rassuré. Miba, route, et puis des débouchés créés, des cimenteries et tout le reste. Et je pense qu'il Il ne pouvait pas ne pas le dire. Même si c'est une promesse pour les restes, qui est prise avec des pincettes. En écoutant la bécane, en écoutant l'évêque de Kalanga, on comprend que le reste de cette idylle Fachi Kassai va se jouer sur ces... Très bien. Amélie. Ah. Il a promis. Hein. Il a promis. Heureusement que cette caricature nous rappelle que nous sommes à la 6e année du président de la République, la 6e année et la première année de son 2e quinquennat. Et que quand on a déjà fait 6 ans, on ne doit pas miser trop sur le conjoncturel. Heureusement, le peuple de Kananga, il n'a pas demandé à manger. Ils ont demandé quoi? La route Kalambambouji. Heureusement, ils ont demandé le barrage de Katende, le structurel. Je fais les bases. Voilà. Les restes, quand on a le structurel, les restes viennent. On ne peut pas 6 ans après continuer à voir les conjoncturels. Non, ça serait une erreur. Voilà. Ça, c'est le problème. J'ajoute seulement que depuis que je suis né, c'est pour la première fois que je vois un pan entier de notre population qui profite de la présence du chef de l'État pour demander des bonnes choses. Quand j'étais petit, j'attendais mes parents raconter une anecdote disant qu'un jour, Mobutu, dans la Grande Équateur, demandait à ses concitoyens qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Certains auraient demandé Bralima.
C'est une usine de production. Voilà, c'est une usine valeur de production. économique, papa. La valeur économique. Même titre que la Pas même valeur réelle. Pas même caricature. Vous répondez à personne. J'ai aimé quand il a parlé de l'économie réelle. Ça n'a pas la même valeur réelle que ce que les Kanangais ont demandé, les Kanangaises, au chef de l'État. Là, ils ont demandé l'essentiel. Donnez-nous l'électricité, le moteur de l'économie, pour parler comme Amédée. Et puis la route. Je termine en disant, les Belges ont construit les chemins de fer jusqu'à Ilebo. Joseph Kabila, nous le saluons là où il a construit le pont Luangue. Tu sais qu'il dit qu'il y a 850 km de relier l'ouest et l'est de la République démocratique du Congo. Si il réalise ces projets, il va entrer dans l'histoire comme les personnes que j'ai citées. Il va aider même notre armée à améliorer notre système de défense. Vous savez, quand il y a la guerre à l'Est, la guerre éclate à l'Est. S'il faut approvisionner l'armée, envoyer des munitions, c'est 2000 km. Il faut combien de rotations? Mais si nous avons cette route qui relie Kinshasa de l'Est de la République, la partie orientale, on aura fait un grand pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Gardi Diana. Voilà quelqu'un qui comprend l'importance du structurel. Salut, moi, mon frère Mami. En tout cas, laissez-moi vous dire merci pour votre disponibilité. On était déjà en train de désannoncer cette émission, Gardi Diana. Merci. Merci d'avoir été de nôtre. Serge, Amédée, aussi dédonné. Félicitations à vous pour votre leadership dans cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était donc votre émission qui marque un point final à cette année 2024, mais qui annonce l'année 2025, je l'ai dit. La suite, ça sera avec la même énergie, au prochain numéro, avec le même plaisir. Au revoir et bonne fête de fin d'année à tous.